Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur la réglementation de la formation professionnelle et le bilan de compétences. Juste une petite mise en perspective, hein. Je suis Jean-Christophe Écart, le gérant du cabinet Quater. Cette vidéo s'inscrit dans une série de réunions qui étaient programmées pour la fin d'année et qui, pour toutes sortes de raisons bien compréhensibles, n'ont pas pu se tenir dans les meilleures conditions. Et donc, j'ai décidé plutôt que d'essayer de faire des replays de réunions plus ou moins productives, j'ai décidé de présenter moi-même, hein, de façon sommaire, les thèmes qui étaient suggérés dans l'agenda. Voilà. Donc, on va parler de la réglementation de la formation professionnelle et du bilan de compétences dans le cadre de la formation professionnelle. Alors, je vous donnais en référence, en ouvrage à consulter, hein, pour être le plus à même de tirer profit de cette réunion, de cette présentation. Je vais vous proposer la Constitution, donc la Constitution de la Ve République, commentée par Guy Carcassonne. Bien sûr, si vous avez déjà une culture juridique, vous pouvez vous épargner cette lecture. Je la conseille de toute façon, pour la qualité des commentaires de Guy Carcassonne d'une part, hein, puisque le texte, la Constitution, c'est un texte juridique, hein, donc on peut toujours discuter de la qualité littéraire d'un texte juridique, mais les commentaires de Guy Carcassonne sont vraiment bien présentés, c'est assez facile à lire. Autre avantage de cette édition en poche, hein, donc, qui se lit très bien, c'est qu'on y trouve les deux préambules à la Constitution, c'est-à-dire les deux déclarations des droits de l'homme, hein, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, hein, et puis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1947 ou 46, je ne sais plus bien. Voilà. Donc la première, eh bien, c'est l'apogée de ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières, hein, c'est l'incarnation politique de l'idéal des Lumières. Et la seconde, c'est le traité qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, le traité qui normalement est signé par tous les États sur Terre aujourd'hui. Bon, il y a peut-être quelques exceptions, mais en gros, c'est un élément fondateur de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Donc vous voyez bien que ça vaut le haut, hein. Donc avec ça, on a le sommet de la pyramide. Je vous le dis tout de suite, on ne rentrera pas dans le détail de la procédure et de ce que la réglementation en vigueur nous impose comme reporting. On a encore la chance d'avoir avec nous on a la chance d'avoir avec nous pour nous assister dans la gestion des dossiers la personne qui a mis en place les process. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. On aura d'autres occasions et d'autres formats pour faire ça. On va se trouver entre les deux, si vous voulez, entre la Constitution et les principes généraux du droit et la mise en pratique. On va voir ce que ça implique concrètement dans notre métier. Alors, je vous recommandais aussi de regarder la conférence, hein, c'est sur YouTube. De mémoire, c'est la chaîne YouTube de l'Université de Montpellier. Vous avez une conférence de Roland Gori qui s'intitule La fabrique des imposteurs. Je pense qu'il a écrit un livre, hein, qui porte le même titre. La conférence est très agréable, elle dure 1h47, c'est-à-dire un peu moins que le temps qu'il faut pour lire la Constitution, à peu près le même temps. Roland Gori est un conférencier vraiment de talent. Sa conférence est très agréable. Et si vous n'avez pas le temps, je vous conseille quand même de la regarder jusqu'à l'histoire des deux Francis, hein, ce qui permet de bien ancrer. C'est une histoire drôle, hein, et ça permet de bien ancrer la thèse de Roland Gori. Alors, le diagnostic est frappant, au minimum. Les conclusions, personnellement, je ne les partage pas. Roland Gori est un homme de gauche dans la droite ligne de ce qui se fait depuis le siècle dernier, hein, et du coup,
il est un petit peu décalé par rapport à ce qui est devenu la société aujourd'hui. Mais son diagnostic est vraiment très, très intéressant. Alors, pour équilibrer par rapport à Roland Gori, je vous conseille aussi de lire le roman de Ayn Rand qui s'intitule La Grève, hein. Je vous épargne le titre en anglais, hein, Atlas Shrugged. Bon, je ne vous l'ai pas épargné. Ayn Rand, c'est la philosophe libérale, la dernière philosophe libérale dans la plus pure tradition, hein, avant que libéralisme ne se confonde avec impérialisme. Son roman date des années 50, 53, je pense. Et ça a été le pilier de la culture US jusque dans les années 70. Et d'ailleurs, l'éditeur de la traduction française présente ce livre comme étant le livre le plus connu par les Américains juste après la Bible. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi pour voir ce qu'était la culture dominante dans les années 70. Et ça vous permet de mettre en perspective avec ce que nous avons aujourd'hui et ce qui, pour nous, va s'incarner dans la réglementation de la formation professionnelle. Voilà. Alors, je vais quand même vous partager les slides que j'ai préparés, qui sont essentiellement mon conducteur, hein. Ce sont mes notes, hein, pour ne rien oublier. Voilà, donc nous allons voir le Code du travail. Oui, partie réglementaire et partie législative. Alors effectivement, le Code du travail, ça remonte à plus d'un siècle. On a eu, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits sociaux. Je veux rester objectif dans l'expression, dont le droit au travail. Et par rapport au Code du travail, cela a imposé les États signataires à mettre en place un service public de l'emploi, sachant qu'il y a deux lectures possibles, hein, de cette déclaration. Une où on va prendre à la lettre les droits inscrits et on va essayer de faire en sorte qu'ils aient une réalité. Hein, ça, c'est la partie, on va dire, bloc de l'Est. Et puis la partie bloc de l'Ouest, j'emploie le terme de bloc parce que ça a beaucoup changé après la chute du rideau de fer, du mur de Berlin. Donc je vous parle quand même des années 70, 70-80. Donc à l'Ouest, on pensait plutôt que c'était des objectifs à atteindre. Quoi qu'il en soit, que ce soit une situation réelle à créer ou une situation vers laquelle il faut tendre, on a eu les services de l'emploi. Et dans la droite ligne de ça, on a eu les lois sur la formation professionnelle de 71, hein, qui sont dans la droite ligne de mai 68. Et dans la lignée de ces droits à la formation, droit à la formation 71, en 91, donc quand même 20 ans plus tard, on a le bilan de compétences qui rentre dans le cadre de la législation, qui rentre dans le Code du travail. La particularité, alors je ne vous refais pas tout l'historique, hein, de la réglementation de la formation professionnelle de 71 à nos jours, mais il y avait une particularité dans l'apparition du dispositif, c'était le congé individuel de formation, une sorte de cotisation que tout le monde payait et dont ne profitaient que ceux qui faisaient une demande. Et c'était géré par les fonds GESIF, hein, fonds de gestion du congé individuel de formation. Aujourd'hui, les fonds GESIF, les structures existent toujours, elles sont rebaptisées Transition Pro. Et le dispositif permettait à un salarié de demander le financement d'une formation et du salaire pendant la durée de la formation. Le texte précisait que toute formation pouvant concourir à l'enrichissement culturel du salarié était acceptable. Donc on avait une large palette et le congé individuel de formation était censé permettre l'enrichissement culturel. Donc voilà, c'était très très large. Dans la deuxième moitié des années 90, ces budgets ont été entièrement consommés et les fonds de gestion, les fonds GESIF, ont été obligés de mettre en place des critères objectifs pour expliquer à ceux dont les congés étaient refusés, ceux dont les demandes de financement étaient refusées, pourquoi ils passaient après les autres. Hein, puisque si tous les budgets sont épuisés, il y a deux façons de traiter ça. Premier arrivé, premier servi, hein, ce qui est la façon
la plus simple, hein, je dirais. Et on se retrouve en fin d'année, ou même en milieu d'année, avec des demandes de formation vraiment pertinentes pour des situations qui sont des demandes de formation qui peuvent vraiment changer quelque chose à la carrière d'un individu. Et avant ça, on en a accepté qui était plutôt fantaisiste. Donc ça, ce système a été assez rapidement abandonné et on a mis en place des priorités. Et ce qui a servi ce qui a servi à mettre en place ces priorités, c'est la statistique sur le marché du travail. C'est-à-dire deux choses, c'est est-ce que la formation est vraiment professionnelle, hein, donc c'était l'enrichissement culturel, c'est oublié, est-ce que la formation a vraiment un intérêt professionnel, et ensuite est-ce que la profession à laquelle la formation prépare, est-ce qu'il y a de l'emploi derrière, hein, voilà, c'est devenu ça. Donc ça a disparu avec la dernière réforme de 2018, et voilà, donc 91 bilan de compétences, 2018, hein, je passe, hein, tout ce qu'il y a eu entre-temps. Il y a eu deux réformes importantes. C'est la création du DIF, hein, en 2005 ou 2007, j'ai oublié. Droit individuel à la formation, un ancêtre du compte personnel de formation. Et puis 2018, le compte personnel de formation. Du coup, le congé bilan de compétences, hein, donc le congé individuel de formation pour le bilan de compétences a disparu. Le congé individuel de formation aussi, hein, il reste la transition pro, le CPF de transition, voilà, CPF de transition et CPF tout court. Donc on s'est retrouvé à avoir l'essentiel de nos clients dans la situation du congé individuel de formation, du congé bilan de compétences. C'est pour ça que je vous en parle. C'est-à-dire que depuis 91, il y a des organismes de formation, des centres de bilan, qui ont l'habitude de voir arriver des salariés qui viennent chercher leurs consultants. Ce qui aujourd'hui est la situation normale. C'était jusqu'en 2018 une situation plutôt marginale, puisque l'essentiel des bilans de compétences était plutôt commandé par les responsables de formation, les responsables RH. Et on avait des salariés qui faisaient un bilan de compétences sans avoir choisi ni la structure, ni le consultant. D'où l'accent qui est mis dans la législation sur le fait qu'on doit recueillir le consentement du bénéficiaire du bilan. Ça, c'était quelque chose d'important parce que on pouvait faire pression, hein, sur telle ou telle personne en lui administrant un bilan de compétences. Donc aujourd'hui, ça n'existe plus que dans les outplacements, hein, dans les campagnes d'accompagnement au plan de licenciement. Hein. Donc on va mettre un mini bilan avant une grosse action de recherche d'emploi. Hein. Voilà. Donc là, effectivement, le salarié n'a pas le choix parce que de toute façon, son poste va disparaître. Donc il a plutôt intérêt à accepter le deal, hein, surtout que ça lui coûte rien et ça lui ouvre des possibilités. Donc, hormis ce cas particulier, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bilans de compétences qui sont financés par l'entreprise. Il faut qu'on ait un responsable RH, un responsable de formation ouvert à l'idée que le bilan de compétences va produire des effets sans qu'il soit au courant du contenu, hein, parce qu'on a toujours la confidentialité des contenus. Donc c'est devenu rare. Et puis le CPF est tellement pratique qu'on a majoritairement des actifs qui viennent chercher un consultant. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la situation du congé bilan de compétences des années 91 jusqu'à 2018. 2019, parce que la réforme date de 2018, mais la mise en œuvre de 2019, novembre 2019. Alors, depuis toujours, la formation professionnelle est sous la tutelle du ministère du Travail. Et donc, ça figure dans le Code du travail. Et les organismes de contrôle de la formation professionnelle, ce sont les directions du travail. Hein, donc aujourd'hui, les DRETS. Hein, je ne vais pas vous faire l'historique de l'évolution de ces services, mais bon, aujourd'hui, le contrôle et les sanctions sont exercés par les DRETS. Donc autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup parce que ces gens-là ont énormément de travail et ils ne font des contrôles que en cas de dénonciation, et plutôt, je dirais même de dénonciation croisée,
Donc un contrôle peut toujours arriver, bien sûr, hein, mais c'est plutôt rare. Quand un contrôle arrive effectué par la DRETS, c'est très perturbant. C'est comme un contrôle fiscal, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui vient vérifier tous vos dossiers. Il se déplace physiquement, le plus souvent. Et, donc ça va ralentir ou carrément paralyser l'activité pendant la durée du contrôle, hein, qui est pas forcément très longue, mais voilà, c'est très embêtant. Et les sanctions, bien sûr, sont sévères, hein, puisqu'on peut fermer un organisme de formation qui n'aurait pas respecté la législation. C'est très rare, il faut vraiment le faire exprès pour pas respecter la législation. Pour ne pas respecter la législation telle qu'elle est entendue par l'adresse, il faut vraiment être hors des clous. Non, donc ça existe, hein, mais c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est plutôt euh, le financement des actions de formation. Parce que ça, c'est aussi défini par la loi. Et la gestion des financements et les organismes gestionnaires sont aussi définis par la loi. Alors, nous avons donc Transition Pro pour le CPF de transition. Pour le CPF, nous avons la Caisse des dépôts, la Caisse des dépôts qui est nommément désignée par la loi comme étant l'OPCO du CPF. Et puis, il y a tous les OPCO. Ceux qui existaient auparavant, et ceux qui nous intéressent particulièrement, c'est la GFIS et le FIFPL, hein, donc l'OPCO des chefs d'entreprise et l'OPCO des professions libérales. Profession libérale parce que si vous êtes formateur avec un code NAF de formateur, vous avez cotisé, que vous le sachiez ou non, vous avez cotisé auprès du FIFPL. Et si vous êtes chef d'entreprise, c'est un autre statut, hein, ça dépend vraiment de la façon dont vous avez créé votre activité. À ce moment-là, vous dépendrez de la GFIS. On a encore, nous, on a encore l'ANFH, donc l'association nationale de formation, l'association, le N, ça doit être national, de la fonction publique hospitalière. Voilà, c'est l'OPCO des fonctionnaires hospitaliers. Donc, il est devenu un OPCO comme les autres, et nous avons aussi ce type de clientèle. Et on a Pôle emploi, qui est l'OPCO des demandeurs d'emploi. Si on peut appeler ça un OPCO, d'ailleurs, c'est un statut particulier. Voilà. Donc, tous ces organismes gestionnaires ont, de par la loi, une autorité, une responsabilité. Donc la responsabilité, c'est de vérifier qu'ils ne financent que des formations qui sont conformes à la loi. Et donc, ils ont un pouvoir et une obligation de contrôle. Alors, l'obligation, c'est-à-dire le contrôle systématique, c'est les modalités de traitement des dossiers. Hein, donc, on a, pour le CPF, on a la plateforme Mon compte formation, avec tous les systèmes qui s'appliquent, alors strictement ou moins strictement. Par exemple, le délai de 11 jours ouvrés entre la commande de l'action de formation et le démarrage de l'action de formation, ça c'est bloquant. On ne peut pas, avec le système de la plateforme mise en place, on ne peut pas y déroger. On a des obligations de déclaration d'entrée et de sortie dans les 48 heures ou 72 heures. Ça, c'est pas bloquant, c'est-à-dire qu'on peut faire les déclarations en retard, sauf que quelque part, ça vient grignoter un petit peu notre compteur. Alors, c'est pas vraiment un permis à point, mais le jour où l'agent de la Caisse des dépôts regarde notre dossier, il saura précisément combien de fois on a été à l'heure et combien de fois on a été en retard, ce qui est un élément important au moment de prendre des sanctions, si il s'avère qu'en cas de contrôle, on n'est pas dans les clous. Le cas particulier de la Caisse des dépôts, c'est que ils peuvent faire des contrôles, ils peuvent contrôler un dossier en particulier, hein, ils peuvent contrôler des dossiers un par un, ou toutes les actions de formation, hein, ils ont le choix, et ils font ça à distance parce que tout est digitalisé, donc ils ne sont pas obligés de rendre visite à l'organisme de formation, ça se fait en appuyant sur un bouton, et ça fait que les contrôles sont beaucoup plus fréquents et aléatoires. Donc, on doit avoir des dossiers qui sont parfaitement nickel pour la Caisse des dépôts. Et si on déroge aux consignes sur les sujets, comme je vous disais, comme la déclaration d'entrée ou la déclaration de sortie, le jour où il y a un contrôle et où il y a un dossier en anomalie, le fait d'être pas parfaitement dans les clous jouera en notre défaveur. Voilà. Donc ça, c'est
c'est les deux facettes, si vous voulez. Donc, le mécanisme de traitement des demandes, où il y a une obligation de contrôle, et puis les contrôles qui sont faits sur les dossiers, au cas par cas, ou sur les organismes de formation, au cas par cas. Donc, parmi les obligations de contrôle, eh bien, les financeurs ne peuvent financer que les organismes certifiés Calliope pour l'action de formation concernée. Hein, donc ça, c'est un des contrôles a priori, puisque quand ils instruisent la demande, si on n'est pas Calliope, eh bien, la demande est rejetée sans explication, puisque c'est une condition nécessaire. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, en tant que consultant en bilan de compétences, on doit faire le job, c'est-à-dire accompagner notre client, hein, répondre à ses attentes en termes d'évolution professionnelle. On sait hein, que la relation formateur-stagiaire, la relation consultant-client, c'est quelque chose de fondamental, c'est le principe actif, et ça ne se gère pas du tout facilement, hein, c'est le vrai métier, c'est le vrai savoir-faire hein, qui s'acquiert et qui se nourrit au fil des expériences. Mais si on fait bien ce job, ça ne suffit pas pour se faire payer. Ça ne suffit pas pour se faire payer, parce que pour se faire payer, il faut répondre à toutes les demandes des organismes payeurs et des tutelles. Alors, en quoi les spécificités du bilan de compétences viennent nous mettre en difficulté par rapport à la réglementation dans son état général, par rapport à la vision globale de la réglementation. Juste avant, pour finir avec les tutelles, nous avons 3 tutelles. Excusez-moi. Voilà, nous avons 3 tutelles. La DRETS, enfin les DRETS, hein, donc les DRETS, c'est les directions régionales. Il doit y avoir une direction générale, une DGEFP, Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc c'est le ministère du Travail, c'est l'autorité légale. On a les financeurs, donc les OPCO, Caisse des dépôts, etc., qui donc font la réalité du contrôle dossier par dossier. Et puis nous avons Calliope. Hein, alors Calliope, c'est pas une norme, mais c'est un audit permanent, puisque nous avons un audit initial qui nous donne une certification valable 3 ans, un audit de suivi dans les 18 mois, et puis 18 mois après l'audit de suivi, les 3 ans sont écoulés, il faut repasser l'audit. Donc on est vraiment sous une forme de contrôle permanent de la façon dont on travaille, et c'est très impactant, et ça nous donne des choses particulières, comme le fait que la commande passée par le CPF, donc le fait que notre client ait fait la saisie sur son compte formation, recueilli notre proposition, validé notre proposition, ça, au vu de la loi, ça vaut contrat de formation. Donc, on pourrait se dire, ah bah tiens, pour le CPF, on ne fait pas de contrat de formation. Ça nous économiserait beaucoup de paperasse. Mais en pratique, Calliope nous impose de produire un contrat de formation, et la direction du travail, en cas de contrôle, ne prendra pas nos prestations CPF pour conforme si on n'a pas un contrat de formation à leur proposer, à leur montrer. Donc on est obligé de faire un contrat de formation alors qu'on aurait pu, alors qu'on s'en serait volontiers passé. Vous voyez un petit peu l'exemple. Donc ça, c'est le cas pour tous les organismes de formation. En ce qui concerne les spécificités du bilan de compétences, eh bien ça tient en 3 points. D'abord, on travaille en individuel, hein, du début à la fin. Alors, on pourrait avoir des points de regroupement, hein, ça c'est un sujet, mais on travaille en individuel, donc en face à face. On a un agenda perlé. Alors derrière cette belle expression, qu'est-ce qu'il y a? C'est que nous, on fait 24 heures en tout, hein, 24 heures maximum, sur une période qui fait au minimum 2 semaines. Hein, je dis ça, mais c'est vraiment anecdotique. Hein, on est plutôt sur du 4-6 semaines pour les bilans courts, et on peut aller jusqu'à 3 mois ou plus. Hein, on a du 5 mois parfois, ou même plus on a même eu plus de 5 mois pour avoir nos 24 heures.
C'est complètement différent d'un stage de langue où on va y aller du lundi au vendredi le matin 9h, 12h et ensuite on a fini, hein, vous voyez. Donc on peut faire 24 heures sur 5 jours en collectif et c'est complètement différent. On peut aussi avoir des stages longs, hein, avec des formations diplômantes et du coup on va avoir toute une année universitaire avec des congés, des reprises. C'est pas du tout la même organisation que nous, puisque nous, on va avoir des points de rendez-vous qui vont vraiment être clairsemés dans un calendrier qui est plutôt étendu. Voilà, c'est ça un agenda perlé. Et on a aussi un souci de mesurabilité des acquis, parce que clairement, si vous faites un cours de langue, à la fin du cours de langue, vous faites passer l'examen pour avoir le TOEFL ou le TOEIC, et puis vous l'avez ou vous l'avez pas, et vous avez une mesurabilité des acquis. Vous pouvez aussi faire des examens intermédiaires. Vous faites un examen à blanc au milieu du stage, ou vous en faites 4 hein, si le stage est assez long. Donc vous pouvez avoir des points de contrôle objectifs de l'état d'avancement de vos stagiaires. Même chose hein, pour la soudure à l'acétylène. Hein. Vous pouvez faire l'apprentissage et puis vous aurez un cas pratique, hein, vous aurez un examen pratique avec une notation devant un jury. Voilà. Donc on peut, sur la plupart des formations, c'est assez facile de mesurer les acquis. Nous, qu'est-ce qu'on va mesurer comme acquis? Déjà, est-ce qu'on peut mesurer quelque chose au milieu de la prestation? C'est un peu compliqué. Et même si on fait que le avant-après, qu'est-ce que notre bénéficiaire a acquis? Voilà. Ce sont des sujets qui font que ces 3 points font que le bilan de compétences est quand même une prestation particulière dans le cadre de la formation professionnelle. Alors, cette particularité, elle a été ancrée dans la loi, puisque la loi de 2018 qui définit les actions de formation parle d'actions de formation en général, actions de formation par apprentissage, accompagnement VAE, qui est distingué aussi, et bilan de compétences. Donc les quatre actions de formation sont mentionnées, mais on n'a pas d'aménagement pour ce qui est de la certification Calliope, et on doit expliquer à l'auditeur que, en tout cas, l'auditeur qui ne connaît pas le bilan de compétences, et il y en a pas mal, on doit leur expliquer ce qu'on fait, et on se retrouve dans la situation de devoir rendre des comptes à quelqu'un qui ne sait pas comment on travaille. Je vous renvoie à la conférence de Roland Gori. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, sur l'accompagnement individuel, eh bien, c'est pas interdit de faire des sessions collectives. C'est pas interdit formellement. On peut faire des regroupements. Si on a une partie technique de recherche d'emploi, on peut faire des regroupements, mais on a une obligation de confidentialité sur le contenu des entretiens. Et cette obligation de confidentialité, elle est aussi, c'est aussi le secret professionnel. On est tenu au secret professionnel et on a dans notre code du travail une mention concrète hein, d'un article du code pénal parce que si nous manquons à notre obligation de secret professionnel, eh bien on encourt des sanctions pénales. Donc, si on fait un groupe de participants, un groupe de stagiaires en bilan de compétences, eh bien, pour que la confidentialité et le secret professionnel soient respectés, il suffit que nos stagiaires ne se parlent pas entre eux. À ce moment-là, quel est l'intérêt d'avoir un groupe? Je caricature, hein, il est peut-être possible. Hein. Alors moi, j'ai pas d'idée, j'ai renoncé. On avait dans les années 90 une prestation à NPE qui s'appelait Session d'orientation active. C'était 4 demi-journées, 4 matinées en collectif. Le dernier jour, le vendredi, c'était un entretien individuel. Donc le formateur passait la journée à recevoir ses stagiaires un par un, mais il les avait eus en collectif les 4 premières demi-journées de la semaine. Et avec une dynamique de groupe, on avait des choses vraiment intéressantes qui ressortaient sur le plan des motivations. C'était une prestation assez efficace, hein, puisqu'on faisait en une semaine ce que nous, on fait en 3 mois. Sauf qu'il n'y avait pas de confidentialité, ce n'était pas un bilan de compétences, et c'est la NPE qui le faisait, qui l'organisait, qui le faisait faire. Je ne vois pas aujourd'hui comment on peut faire. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner, parce qu'on a peut-être effectivement quelque chose à faire là-dessus, parce que l'impact important de cette situation,
c'est que si vous regardez les formations éligibles au CPF, vous avez entre 6 et 12 stagiaires, parfois beaucoup plus. Et ça veut dire que notre prix horaire devrait être 8 fois plus cher, puisque nous, on n'en a qu'un. On n'en a qu'un, c'est le même travail, et on n'en a qu'un parce qu'on est obligé d'en avoir qu'un. On devrait pouvoir être payé 8 fois plus de l'heure, puisque je vous laisse faire le calcul. Hein. Bon, ça, il n'y a aucun aménagement du financement qui fait que le bilan de compétences serait légitimement surpayé. Ce qui est donc est simplement pas équitable. Hein. Voilà. On est obligé de faire de l'individuel, mais on n'est pas payé pour. L'agenda perlé. Alors ça, c'est un vrai souci à tout point de vue, parce que on a, avec les contrats de formation, alors quels que soient les OPCO, hein, la Caisse des dépôts, c'est très stressant parce que c'est un contrôle électronique. Hein. On doit faire la saisie, on a un timing. Toutes les saisies sur les dossiers sont archivées. Donc, on a une date de début, une date de fin, qui sont contraintes. Et on est dans une situation où notre client va évoluer sur 3 mois. Alors déjà, sans parler de l'évolution du client, sur 3 mois, on a forcément quelque part un congé scolaire. Même si votre client n'a pas d'enfants scolarisés, il peut travailler dans une organisation où il y a des parents qui vont prendre des congés et où il va avoir son planning perturbé. Donc le planning de nos clients, sur 3 mois, il change, qu'on le veuille ou non. J'ai rarement vu un planning, et genre je parle que des entretiens synchrones, hein, puisque le reste, c'est du conventionnel. Notre client fait son travail personnel quand il veut, quand il peut. Donc sur 12 heures d'entretien, j'ai jamais vu tous les rendez-vous qui tiennent. Et encore, moi je fais que 8 rendez-vous, je fais 8 fois 1h30. Donc sur 8 entretiens, sur 12 semaines, il y en a toujours un qui saute, parce qu'il y a toujours un empêchement de la part du client, et des raisons qui sont souvent extérieures. Hein, voilà. En plus des contraintes extérieures, on a donc l'évolution de notre client, qui va vivre des situations, qui va vivre des moments d'exaltation et des moments de doute. Il va voir ses relations avec ses collègues qui vont évoluer au fur et à mesure que la connaissance qu'il a de lui-même va changer. Donc il va se passer beaucoup de choses dans sa vie, et nous, on doit le garder jusqu'au bout. Alors on peut faire plus court, mais on ne peut pas faire plus long. Donc il arrive assez souvent que... Alors, je bloque un petit peu parce que je suis devant le slide où il y a plein de fautes de frappe. Oui, il arrive assez souvent que les contraintes du contrat nous mettent dans une situation où on doit attester d'une réalisation partielle. Hein, donc, si on suit les règles à la lettre, on va se retrouver avec un client qui n'a pas fini son bilan, mais qui veut le finir. Et en général, c'est un bilan qui marche bien. Mais on est obligé de le bâcler parce que le cadre rigide convenu 6 mois plus tôt permet pas de souplesse. Voilà, ça c'est un point important. Il y en a d'autres, hein, je vous laisse imaginer des situations où le vécu de votre client fait que il peut pas, on a du mal à respecter les consignes du contrat. Alors, mesurabilité des acquis, oui, je vous en redis un mot. On a réussi, hein, pour notre certification Calliope, à faire en sorte que l'évaluation, c'est après. C'est-à-dire qu'on a un point de départ, un point d'arrivée. Ce qui est logique, puisque par rapport aux autres actions de formation, on a un taux de suivi, un taux d'entretien suivi à 6 mois. Donc, on a forcément, on va dire que notre conclusion du bilan de compétences, hein, c'est-à-dire la sortie, la fin de formation officielle, c'est un milieu, et puis le suivi à 6 mois, c'est la fin. Donc on a quand même 3 points. Le dossier d'admission, hein, donc notre diagadec, hein, dans notre jargon, le premier entretien, hein, avec la première page de la synthèse, ça c'est le avant.
On a le plan d'action, la dernière page de la synthèse, hein, que va faire notre client une fois qu'on aura mis fin, une fois qu'on aura fait tous les rendez-vous prévus au contrat, et un suivi, le questionnaire à froid et le rendez-vous de suivi. Donc là, on va dire que c'est pas problématique. D'autant que les objectifs, dans le programme, je vous laisse aller regarder le programme, il y a une page du programme qui mentionne les objectifs et compétences visées. Voilà, donc définir un projet professionnel, analyser ses compétences, identifier ses aspirations, les résultats attendus. Hein, donc vous avez tout ça dans le programme. Donc voilà, il suffit que la première page de la synthèse soit un peu raccord avec ce qu'on a dans le programme. Hein. C'est à la fois assez vaste, assez précis pour que on puisse s'y retrouver. Et à la fin, il faut que le plan d'action montre que on a avancé vers un des objectifs de notre client. Alors, oui, ça c'est la deuxième conclusion. Donc première conclusion, si on veut que la qualité de la relation avec notre client soit conservée, quels que soient les aléas de la vie quotidienne de notre client et puis la nôtre aussi, hein, si on veut si on veut éviter d'être obligé d'annoncer des réalisations partielles alors qu'en réalité tout va bien et qu'on a juste un problème de date, euh, de présence à un rendez-vous, de modalités, etc. Hein, on peut avoir beaucoup de problèmes qui ne sont pas liés à la qualité de la prestation, mais à l'agenda et au point de contrôle. Eh bien, la seule façon qu'on a de s'en sortir, c'est d'expliquer à notre client qu'on a deux jobs à faire. Le premier, c'est celui qu'on fait, hein, c'est le bilan de compétences proprement dit. Le deuxième, c'est le reporting. Bon, moi, quand ça m'arrive, hein, j'explique à mes clients que j'ai des contraintes administratives et il est tout à fait d'accord pour m'aider à les résoudre. Hein. Donc, typiquement, si on a oublié de signer, s'il manque des rendez-vous dans le créneau de date, on peut expliquer à notre client que il faut réparer et signer a posteriori. Alors, les conditions, les choses vraiment illégales ne sont pas possibles, donc on peut vraiment mettre le marché en main à notre client. Ce qui était illégal, qui se faisait avant autant de la signature papier, c'était de faire signer toutes les dates au premier entretien. Je sais de quoi je parle. Ça, c'est carrément illégal, puisque une signature sur une feuille de présence, quelque part, c'est un engagement de fonds publics. Donc, vous faites un faux en écriture publique, et puis l'organisme de formation qui reçoit votre feuille d'émargement avant la date, c'est du recel de faux. Donc ça, c'est gravissime, mais heureusement, c'est plus possible. En revanche, de corriger a posteriori l'agenda pour éviter, d'une part, de ne pas être payé et donc de ne pas pouvoir et d'être obligé d'arrêter les prestations parce qu'il va y avoir un entretien qui sera en dehors du créneau de date. Ça, c'est plutôt dommage. Donc voilà. Donc quand on se retrouve coincé, la meilleure solution, c'est d'expliquer à notre client qu'on est coincé par la règle administrative qui vient se superposer à notre vrai travail qui est de faire le job. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, remplir tous les critères réglementaires, c'est pas faire le job. Je dis ça, c'est pas arrivé chez nous, mais c'est arrivé. euh, si on fait si on fait tout le reporting, hein, c'est-à-dire si on coche toutes les cases, on peut avoir l'impression d'avoir fait un travail, parce que c'est un vrai travail, ça prend du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de l'attention. Je dirais même, nous, on a un troisième job, c'est de faire le reporting dans Digiformat. Hein, c'est notre LMS, donc voilà. Alors, il nous rend bien des services, hein, mais en tout cas, quand vous commencez à l'utiliser, c'est un métier en plus, hein, c'est un savoir-faire en plus qu'il faut avoir. Euh, Ça suffit pas, parce qu'on peut avoir des dossiers qui sont nickel du point de vue des autorités de tutelle et un client qui n'a pas avancé, voire même un client qui n'est pas content. Hein. Voilà. Euh, c'est important et c'est arrivé. Hein. Moi, j'ai vu des consultants en bilan de compétences qui étaient des cocheurs de cases. Alors, pourquoi ça arrive? Je vais peut-être vous préparer je vais peut-être vous partager un autre écran.
Je vais vous chercher. Je vais vous chercher l'administratif avant, après la dernière réforme. Bon, c'est pas tout à fait juste, hein, il y a deux réformes qui s'imposent. Voilà. Donc avant 2014, en 2014, première réforme, première réforme de simplification qui a complexifié. Donc ça, c'est vraiment, on est vraiment, pour moi, on est vraiment dans du New Age, hein, c'est-à-dire que on dit une chose et puis on fait son contraire et personne ne dit rien. Enfin, voilà. Donc ça, c'était le document. Voilà, congé bilan de compétences. J'ai une date en 2007, congé bilan de compétences en 2007, donc c'était les premiers temps du DIF, mais là c'est un congé bilan de compétences. Pour être payé, donc pour adresser ma facture au FONGECIF Île-de-France, hein, donc c'était quand même un des plus exigeants à l'époque. Bon, je devais faire ça. Vous voyez, il y a deux signatures, donc il y a une date, deux signatures, avec un lieu, avec un lieu et trois exemplaires. Voilà, trois exemplaires, un pour le bénéficiaire, un pour le prestataire et un pour l'organisme payeur. Et donc c'est une page avec l'assiduité. Hein, donc Monsieur Machin, bon, il n'existe pas Monsieur Machin. Hein, donc, à suivi avec assiduité les 24 heures. On ne détaille pas, hein, on détaille pas travail personnel, entretien de face à face. Une date de début, une date de fin. Ça il le faut toujours. Document de synthèse qui a été remis ce jour. Voilà. Donc, avec ça, on pouvait être payé de notre facture. Aujourd'hui, donc après deux réformes, hein, 2014 et 2018, voilà la checklist. Hein, voilà toutes les cases qu'on doit cocher pour espérer être payé. Je dis bien espérer être payé parce qu'en cas de contrôle, bon, bah, si on a bien fait le boulot, on sera payé, mais avec du retard quand même. Hein. Voilà. Donc c'est nous qui faisons les frais des envies de contrôle des autorités, des OPCO. Hein. Voilà. Donc je vous laisse regarder. Moi j'avais compté, je suis arrivé à 30 pages. On a besoin de 30 pages et j'avais pas fini. J'ai arrêté de compter à 30. Hein. Donc on passe de 1 à 30 pages pour pouvoir justifier du paiement d'une prestation, quelle que soit sa qualité ressentie par les clients. Parce que là, on parle de qualité du point de vue de la réglementation, on ne parle pas de la qualité ressentie par le client, qui est encore autre chose. Voilà. Alors, si je la compte dans les 30 pages, hein, parce que pour arriver à 30 pages, j'ai quand même les questionnaires de satisfaction. Voilà. Alors, sur le même sujet, les articles du Code du travail. Hein, oui, alors, il y a deux sources, hein, il y a le R et le L. Hein. Euh, oui, c'est vrai que c'était dans le menu, donc je vous en dis deux mots. Dans le code du travail, donc le code du travail est arrangé par thématique. Donc on a la formation qui n'est pas au même endroit que le licenciement, etc. Euh, dans chaque chapitre du code du travail, vous avez des articles qui commencent par L et des articles qui commencent par R. Ce qui commence par L, ça a été écrit par l'Assemblée. Hein, c'est les députés qui ont écrit ça, c'est la loi. Et ce qui commence par R, ça a été décrit sans doute par un conseiller d'État. Hein, ça commence par R, c'est pour règlement. Donc L, c'est la loi, R, c'est règlement. Donc d'un côté, on a une loi donc rédigée par les parlementaires, et de l'autre côté, on a un décret rédigé par les conseillers au Conseil d'État. Voilà. Ou les rédacteurs au Conseil d'État, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc on a du L et du R, et on a bien besoin des deux. Et ça se trouve sur Légifrance. Hein. Alors, euh, ça commence au 6313-1 et ça va jusqu'au 6313-8. Ça, c'est pour la partie législative. Et la partie réglementaire, ça commence au 4, parce que les 1, 2, 3, c'est pas spécifiquement le bilan de compétences, ce sont les actions de formation. Hein. Alors, pour conclure, eh bien, je vous ai mis à la suite des slides qui m'ont servi de fil conducteur pour cet exposé.
je vous ai mis les slides qui étaient délivrés sur notre session pilote du printemps, notre session de formation, dans le cadre du module réglementation de la formation. Donc vous avez beaucoup d'informations qui suivent. Bien sûr, rien de tout ça ne permet de faire le job. Hein. Ce qui permet de faire le job, c'est vraiment voilà, cette checklist. Voilà. Donc, bien, je vous dis merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour notre prochain entretien où on parlera, sauf erreur, on parlera des tests et des plateformes Central Test et Parcours.io dans le cadre du bilan de compétences. Voilà. Merci et à bientôt.